Il y a un premier exemple qui est d'un point de vue commercial. Donc on a des concurrents, bien sûr, comme toute entreprise. Et donc tu peux aller dans Slack et demander à notre Competitive Genius, qui est un Slack GPTs, qui est branché à pas mal de docs en interne. Salut, je rencontre tel concurrent sur Carrefour Espagne. Est-ce que tu peux m'aider? Et donc là, ça va te taper les bons arguments à donner. Est-ce qu'on a gagné contre ce même concurrent pour d'autres entreprises similaires dans les mêmes pays? Quelles sont les raisons pour lesquelles on a gagné et tout. Et donc en fait, c'est un coach de vente qui t'accompagne sur des problématiques spécifiques. Nous, on a 1200 clients, donc tu peux pas avoir toute l'information. Et ça te permet donc de faire de récupérer cette information via du RAG et de la redistribuer en plus résumé. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple qui a été lancé par l'équipe marketing, c'est on a chez Partout, je pense, 800 articles de blog, on a des milliers de vidéos, on a des podcasts, on a énormément de contenu, des slides, etc. Et si toi demain tu rencontres, je sais pas, un réseau de maisons de retraite, enfin en tant que chez Partout, vas prospecter un réseau de maisons de retraite et que tu veux le nurturer. Donc nurturer, c'est envoyer du contenu pour conserver la relation. Ce contenu il est souvent adapté à ton client. Et ben t'as peut-être pas le podcast d'un autre réseau de maisons de retraite qui explique sa stratégie, tu vois. Et donc c'est un bot où tu lui dis est-ce que tu as du contenu sur les avis dans les maisons de retraite? Et là, bam, il te sort tous les contenus qu'on a sur ce sujet. Donc je sais plus comment ils l'ont appelé, mais à chaque fois on donne un nom au bot. Et après on en a plein d'autres. On a un bot de feedback. Tu veux faire un feedback, tu sais pas trop comment faire, donc tu dis lui il me saoule, et là le bot va te dire pourquoi, et donc il va discuter avec toi, te poser les bonnes questions, et à la fin il te fait voilà comment tu devrais faire ton feedback. On a aussi un bot qui fait des scorecards pour recrutement. Donc tu sais, imaginons que tu veux recruter un sales, ça va te mettre de la bonne manière euh, la scorecard pour savoir quels sont les recrutements que tu veux faire. Hello à tous, bienvenue sur Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Il s'agit d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sora, Blablacar ou Penny Lane. On intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Thibaut Renouf, CEO de Partout. Partout, c'est une plateforme SaaS qui permet aux entreprises de gérer la présence digitale de leurs points de vente physiques. L'entreprise a 10 ans, 400 salariés et 1200 clients dans 150 pays. C'est grâce à Partout que vous avez des infos updatées sur les magasins sur Google Maps. Mais c'est aussi eux qui aident ces magasins à gérer leurs avis en ligne et leur messagerie instantanée sur WhatsApp, Messenger, etc. pour la relation client. Partout a été très rapide dans l'intégration de l'IA générative dans ses process internes, mais aussi dans ses différents produits. C'est assez impressionnant. Thibaut nous livre en détail la stratégie qu'elle est à l'heure avec l'IA et tout un tas d'exemples très inspirants de cas d'usage intégrés dans cette entreprise où les collaborateurs peuvent s'appuyer sur une multitude d'assistants virtuels pour être meilleurs dans leur job au quotidien. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Thibaut Renouf de Partout. Merci beaucoup Thibaut d'être avec toi. C'est un plaisir de te recevoir sur Mozzabytes. Merci Adrien pour l'invitation. Très content d'être là aussi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Bien sûr, donc moi c'est Thibaut Renouf, donc je suis le co-CEO de Partout. Chez Partout, on a la particularité d'être deux à diriger l'entreprise. Il y a Thibaut Lévy-Martin et moi, donc on s'appelle tous les deux Thibaut. En gros, moi j'ai rejoint la boîte il y a 7 ans, qu'on était une quinzaine. Entre-temps, la boîte a pas mal grossi ces 7 dernières années, puisqu'on est passé de 15 à 400 collaborateurs environ. On est un SaaS B2B, donc concrètement on fournit une plateforme pour des clients, des business qui vont être soit des points de vente indépendants, soit des réseaux de points de vente. Donc nos clients, ça va être, on a 1200 clients, ça va être tout type de clients qui ont des points de vente, et ça peut être du Carrefour, du LCL, du Toyota, etc. Et pour eux, on va développer une solution digitale. Donc moi, chez Partout, je fais toute la partie scale, organisation, structuration, et on collabore à deux pour scaler la boîte encore. Voilà, principalement. Partout, vous faites partie des boîtes bootstrap françaises qui ont connu une des croissances les plus impressionnantes ces dernières années. Concrètement, votre plateforme elle répond à quel besoin pour vos clients?
Alors, en gros, quand tu es un point de vente ou que tu as un réseau de points de vente, tu as des enjeux de visibilité. Donc, toi, typiquement, si tu veux aller dans un supermarché, tu vas taper sur Google supermarché et tu vas voir les résultats qui tombent et tu espères que les horaires, les adresses, les numéros de téléphone, les sites internet, les photos, etc. soient à jour. Et tu vas utiliser d'autres plateformes, tu vas utiliser Waze, tu vas utiliser Instagram, Facebook, TomTom, Apple Plan si tu as un iPhone, etc. Donc il y a une vingtaine de plateformes qui sont utilisées par les gens pour trouver des points de vente. Notre premier métier historiquement, c'est de mettre à jour ces données pour 300 000 points de vente partout dans le monde. Je l'ai pas dit, mais partout on opère dans 150 pays et on est leader en France, en Espagne, en Italie, au Moyen-Orient, en Amérique latine, etc. Et donc nos clients au départ, ils ont acheté notre solution pour se dire j'ai un seul endroit où je mets à jour ma donnée point de vente. Donc par exemple, je suis ouvert le 1er mai et ça la diffuse sur 20 plateformes en même temps. Donc on fait de la gestion de données at scale pour les retailers et les réseaux de points de vente. On travaille aussi avec la gendarmerie nationale ou Pôle emploi. Ça, c'était notre premier produit qui s'appelle le Presence Management. Donc on est utilisé, tu nous utilises quotidiennement dès que tu utilises Maps. Le deuxième truc qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit à partir de ça, il y a potentiellement d'autres utilisations. Par exemple, gérer les réseaux sociaux, donc les posts Facebook, les posts Instagram pour des points de vente, un Leroy Merlin, un Casto, etc. On fait aussi les sites internet des points de vente sur ce qu'on appelle un store locator, c'est là où tu vois les points de vente autour de toi et tu peux te géolocaliser. Et ça, c'est notre première brique visibilité. Entre le début de partout en 2014 et aujourd'hui, on a développé 3 grandes briques. Donc une brique visibilité que je viens de décrire. Ensuite, on a une brique réputation où là, on va faire la gestion des avis. Pareil sur Google Maps, sur Facebook, sur Trip. Donc quand tu laisses un avis heureux, content ou pas content sur Casto, il arrive dans nos systèmes et les points de vente peuvent y répondre. On fait aussi les enquêtes de satisfaction, de la collecte d'avis, de l'analyse d'avis, etc. On en parlera sur la partie IA bien sûr. Et le troisième bloc, c'est un bloc messagerie. Et donc là, concrètement, en plus de centraliser les avis, on va aussi centraliser les messages qui proviennent du site, qui proviennent d'Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Et donc, on pense que le futur de la relation client, elle est sur les messageries instantanées et que les entreprises ont besoin d'intelligence artificielle et d'automatisation pour répondre aux clients qui les contactent, pour acheter des produits, etc. Donc ça, c'est nos 3 briques. Première brique visibilité, deuxième brique réputation et troisième brique messagerie. Et ces 3 briques, elles sont intégrées dans une seule app pour les retailers, les points de vente. Ok, donc beaucoup de données à gérer dès le début, des données chiffrées, des données textuelles. Vous aviez commencé déjà à faire du Natural Language Processing avant l'arrivée de l'IA Ouais, générative, ouais. ouais, en gros, on a eu plusieurs projets d'IA chez Partout. Donc pour le premier projet d'IA qu'on a eu, c'était un projet en lien avec notre premier métier. Pour rappel, notre métier, c'était, enfin c'est toujours en partie, de géolocaliser les points de vente et de vous fournir les bonnes infos. Et on avait un problème, c'est quand tu traites de la donnée de 300 000 points de vente, pour géolocaliser le bon PIN, tu sais, c'est le point que toi tu vois, et parfois tu vas chez Decat et en fait le point il est mal mis. Et donc tu tapes 30 secondes de marche en plus et t'es pas satisfait de l'entrée. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que nos clients, ils voulaient tous un PIN précis, ce qu'on appelle rooftop accuracy, c'est-à-dire le point le plus précis. Et sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises, elles font appel à des sociétés en Bulgarie notamment, qui vont prendre chacun des points de vente, donc 300 000, hein, c'est massif, et qui vont les géolocaliser à la main en faisant Google Street Map, View, tu vois, se balader. Et nous, on s'est dit, mais c'est pas possible, parce qu'il y a des milliards de points de vente, et les points de vente, ils bougent tout le temps, donc c'est un enfer de le faire à la main. Et donc, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la reconnaissance d'image. Donc, on a recruté des data scientists, et l'idée, c'était d'envoyer un petit pin dans Maps, et de faire balader le pin, et dès qu'ils voyaient le logo Burger King, ils pouvaient dire c'est là. Sauf qu'on a eu 2 problèmes. Le premier problème, c'est que c'est de l'apprentissage supervisé, donc ça demandait d'annoter potentiellement 50 logos Burger King de différents angles pour ensuite aller géolocaliser 300 Burger King. Donc il fallait avoir au moins des réseaux importants parce que c'était de l'entraînement qu'on appelle supervisé et donc tu as besoin de données à noter. Ça, c'est le premier problème qui a été gérable parce qu'on a quand même des gros clients du type Casino ou Crédit Agricole qui ont des milliers de points de vente. Mais il y avait un deuxième problème qu'on n'avait pas anticipé, c'est les panneaux d'affichage, genre Auchan à 300 mètres, etc. Et donc en fait, le projet a duré peut-être 6 mois avant qu'on le drop. Donc on a perdu un peu d'argent avec ce projet d'IA qui était. Mais par contre, on a appris ce que c'était. On a un peu, on avait un data scientist qui s'était penché dessus. Donc ça, c'est un premier projet d'IA qu'on a fait, qui a foiré, mais qui était C'était quand intéressant. ça? Oh là, c'était en 2017, tu vois. Et Ouais, ok. 2017, la reconnaissance d'image, c'était pas pareil que je sais aujourd'hui, tu vois. Tu étais obligé de beaucoup annoter, tu pouvais pas dire voilà un logo de Burger King, trouve-moi les logos de Burger King. Et le deuxième truc qu'on a fait, c'était un projet avec une boîte
je crois que ça s'appelait Alligator. C'était un projet d'analyse sémantique d'avis. Et donc là, nous, on s'est dit, en gros, on gère 300 000 points de vente. Chaque point de vente a 1000 avis. Donc on a 30 millions d'avis. Je sais pas si j'ai fait le bon calcul, mais on a beaucoup d'avis, quoi. Et, et donc cette masse d'avis, elle est textuelle. Et tu peux avoir un gars qui dit super ce McDo, mais les frites sont froides. Donc en fait, il te met une note de 3. Je sais pas, super service, mais frites froides. Mais tu as envie de savoir pourquoi il est content, pourquoi il est pas content. Et donc là, il faut faire du sentiment analysis pour savoir quelle est la partie sur laquelle il est contente et sur laquelle il est pas contente. Et un autre truc qu'il faut savoir, c'est potentiellement c'est quoi les thèmes, etc. Donc faire du clustering. Et ça, on a fait ça en 2018-2019 avec des agrégés de mathématiques français. Sauf que bon, on n'était pas sur de l'IA générative encore. Enfin, on était moins développé, je dirais, en NLP. Et donc, on a droppé le projet et on s'est focalisé sur un autre projet qui était les templates de réponse. Donc en gros, l'idée c'était de se dire, tu appuies sur une petite baguette magique et ça te génère une réponse en lisant ton avis. Parce que nous, notre enjeu, c'est que les points de vente y répondent. Donc imaginons, tu dis, je suis pas du tout content de l'assurance casse de ma voiture Toyota, j'en sais rien, réparation. Et ben là, on va dire, on est désolé que vous ayez un problème avec ce sujet-là, machin. Pareil, ça a foiré, donc on a fait des templates qu'on appelle statiques, mais avec des placeholders. Donc ça fait bonjour Adrien, et donc ça te met des placeholders en fonction de ce que tu as dit, mais c'est vraiment l'automatisation qui est l'ancêtre de l'IA. Et depuis un an là, on est reparti sur le même projet qu'on avait en 2019. Et cette fois, ça marche à fond puisque c'est hyper simple technologiquement. On n'a pas besoin de développer nos propres modèles puisqu'on a une API, un endpoint accessible. Et on a déjà quasiment 1 million d'avis qui ont été répondus par de l'IA. Et si tu te dis que tu mets 10 secondes à répondre à un avis par IA et tu mets 3 minutes à répondre si t'as pas l'IA, parce que les réponses doivent être un peu longues, bah tu gagnes quand même pas mal de temps. Ouais, donc vous étiez déjà assez tôt dans une démarche d'expérimentation par rapport à ces technologies-là. Et la vitesse avec laquelle vous vous êtes mis sur l'IA générative aussi, je pense, est assez parlante. Du coup, justement, sur cette IA générative, est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez vécu en interne au niveau du leadership l'arrivée de cette technologie et quelle a été votre stratégie progressivement établie pour s'en saisir? Ouais, je pense que le premier truc qui s'est passé, c'est que déjà on était un peu échaudé par l'IA et on avait quand même balancé pas mal d'argent et de temps par la fenêtre entre 2017 et 2021. Et donc moi j'étais très méfiant sur l'IA et en gros il y a aussi toute la vague Web3 sur lesquelles moi j'ai pas compris grand chose. Et en fait, bah, ça m'a pas manqué après. Donc, je me suis dit, bon, la question, et je pense que la question que se posent beaucoup d'entrepreneurs, c'est est-ce que les choses qui arrivent dans l'écosystème, c'est des tendances structurelles ou des modes passagères? Et tu vois, le sujet des NFT peut être une mode passagère. Et la question, c'était est-ce que l'IA, ça va être une tendance structurelle? Et ce qui nous a marqué, c'est tout simplement la simplicité des use cases qu'on pouvait avoir et la facilité en fait de mise en place. C'est-à-dire que en gros, on pouvait prendre 1000 avis Toyota, les balancer dans le GPT, lui demander une analyse sémantique des points forts, des points faibles et un plan d'action, et ça, c'était hyper simple. Et donc en fait, ce qui nous a vraiment poussé à changer, ça a été de se dire que ça prend 2 secondes à tester et que ça apporte de la valeur hyper rapidement. Et on a réalisé que l'IA générative, c'était une sorte d'intelligence à portée de main. Il faut imaginer que quand on a lancé notre produit de message pour les analyser, on avait un stagiaire qui prenait les 5000 ou les 10 000 messages échangés et qui taguait est-ce que sur le message, la personne, elle parle de tel sujet, tel sujet. Il lisait tous les messages et il disait, il les taguait en fait. Et dans partout, on a encore du tag manuel d'avis. C'est-à-dire, tu dis, là, il parle de relations clients, là, il parle de dessert. Et on n'arrivait pas à faire des cocons sémantiques en disant, bah ouais, je sais pas, une charlotte aux fraises, c'est un dessert. Une pizza, c'est pas un dessert, tu vois. Donc, en fait, très rapidement, on s'est dit qu'il y avait plein de trucs qu'on faisait à la main, qu'on pouvait automatiser hyper rapidement. Et je pense que ça a fait un premier move rapide qui a été, en gros, on réalise que ça va changer beaucoup de choses. Et, et en fait, ça a aussi été très cool pour nous parce que on avait arrêté d'investir dans de l'analyse. On n'était pas les meilleurs de notre marché en analytics. Par contre, on était les meilleurs en plomberie.
C'est-à-dire qu'on est les meilleurs, on est les plus connectés, une interface la plus simple, etc. Par contre, on n'avait pas des dashboards analytiques de dingue, on n'avait pas fait assez de sémantique, on avait moins de sentiment analysis. Et en fait, on a vu une opportunité de rattraper tous nos concurrents qui avaient passé beaucoup de temps à développer des arbres de décision, à développer tout ce qu'on avait la flemme de développer sur la partie analyse que je te décrivais. Ça nous a, en fait, on a fait une phase d'accélération où en gros, en partant des bonnes technologies, tu peux rattraper la concurrence qui a passé beaucoup de temps à investir dans ça. Et donc, je pense qu'il y a des boîtes qui se sont retrouvées à avoir des années de développement et d'innovation à foutre à la poubelle parce que l'IA est arrivée avec et donc tous les est arrivé avec une innovation majeure et tous les plombiers, ceux qui étaient qui branchaient bien la data. Donc notre métier, c'est de brancher de la data d'un endroit et de l'autre et de cleaner cette data. Mais en fait, pour faire bien de l'IA, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de la bonne data et des bonnes API. Et après, l'intelligence, elle est, enfin, elle est pas gratuite, mais elle est quand même pas chère et le coût est en baisse. Et donc, quand on a réalisé ça, on s'est dit bon, il faut qu'on soit visible. Et je pense qu'il y a un deuxième truc qui a été important, qui est l'image que tu donnes, parce que il faut se rendre compte. Je pense que beaucoup de directions marketing ne savent pas ce que c'est l'IA dans les grandes boîtes, etc. Et même dans les startups, ils ont du mal à savoir qu'est-ce que fait l'IA. Est-ce qu'on parle de NLP, de computer vision? Et moi, ce que je me suis dit, c'est que si on a autant de cas d'application, il faut aussi qu'on le market. Et qu'on en fasse une stratégie marketing globale. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir de venir parler de ce qu'on fait en IA avec toi. C'est parce que dans la stratégie marketing et dans la stratégie de positionnement de partout, on s'est dit que c'était un enjeu. Je pense que les boîtes choisissent aujourd'hui des entreprises pour lesquelles ils se disent est-ce que c'est la bonne entreprise avec laquelle bosser dans 3 ans. Tu vois, c'est de se projeter. Tu te dis est-ce que c'est mon partenaire maintenant, mais est-ce que ce sera le bon partenaire dans 3 ans. Et donc tu as besoin de montrer à tes clients ou tes prospects que dans 3 ans tu seras vraiment le meilleur. Et donc ces deux aspects, donc use case facile et image d'entreprise, étaient deux trucs qu'on a beaucoup poussé dès le début. Et donc on a lâché les chevaux sur l'IA chez Ortu. Ok. Et alors, quels ont été vos grands projets so far? Bah en fait, ouais, si on prend l'IA, on s'est dit qu'il y avait trois trucs qui étaient importants par rapport à notre entreprise. Tu avais un premier aspect qui est la transformation de notre marché. Donc nous, on met à jour des informations sur Internet, hein, notre premier marché, mais il y a aussi les avis, etc. Donc le premier truc qu'on s'est dit, c'est il faut qu'on explique à tous nos clients et au marché comment le marché sur lequel on opère va se transformer. Donc là, on a fait plein de webinaires, etc. On pourra en parler, mais il y a plein de changements passionnants qui ont transformé la manière dont on pitch notre boîte et ce qu'on fait. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est on s'est dit, on est dans une période où la tech souffre, on a potentiellement moins de possibilités de recruter. Donc, comment on fait pour que les équipes soient plus efficaces? Et donc ça a été la deuxième partie du projet, c'est comment on rend les équipes plus efficaces grâce à l'IA. Et la troisième partie du projet, qui est celui sur lequel on a sans doute mis le plus d'efforts, c'est comment intégrer l'IA à nos produits actuels pour délivrer plus de valeur à nos clients. Donc je dirais 1 qui est comment notre marché évolue, 2 comment notre boîte évolue, et 3 comment notre produit évolue. Et voilà, donc ça c'est les 3 grands axes qu'on s'est fait un peu stratégiques. Et il y a des personnes différentes qui sont sur chacun de ces axes. Moi, à titre personnel, je suis pas mal sur le premier. C'est-à-dire que je fais beaucoup de vulgarisation autour de, tu vois, les avis. Typiquement, c'est une source pour l'IA demain. Donc toi, quand tu cherches et que tu tapes sur Internet, est-ce que l'iPhone 15 est mieux que l'iPhone 12? En fait, ils peuvent pas aller sur le site d'iPhone et dire bah oui, il est mieux. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller taper dans les avis. Parce que les avis, c'est une source non biaisée. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai, est-ce que Carrefour est mieux que Casino ou est-ce que tel restaurant est mieux que l'autre? Donc en fait, dans un monde où la recherche sur Internet se transforme et passe beaucoup plus par des analyses IA et du NLP de sites, plutôt que d'aller analyser des sites qui sont complètement biaisés, tu vois, le site de ta boîte qui dit ma boîte c'est la meilleure sur ça, 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 en fait, comme les avis c'est non biaisé, l'IA va vachement s'appuyer sur ces contenus non biaisés et donc sur les avis. Et donc notre métier, à savoir la gestion des avis, la collecte d'avis pour les retailers, s'est transformé. Et donc expliquer ça à nos clients, ça fait partie d'un changement de discours et tout. Et donc ça a été une première manière de tirer partie de cette transformation, parce que nous, ce qu'on s'est toujours dit chez Partout, c'est qu'on faisait ce qu'on appelle du consultative selling. Et donc le consultative selling, c'est expliquer ton écosystème dans l'optique de vendre ton produit,
mais en faisant plutôt de la formation. On fait beaucoup de webinars. On fait beaucoup de webinars sur l'IA, on fait des webinars sur des transformations d'Internet, notamment AI Overview aux États-Unis, qui est la nouvelle manière de rechercher sur Internet. Et ça participe beaucoup de notre image d'expert sur ces sujets, et donc l'intérêt que peuvent avoir nos prospects sur la technologie. Ok, très clair. Sur la question de votre organisation interne et de l'intégration de l'IA générative dans vos process pour vous permettre d'être plus productif en tant qu'entreprise, plus efficace, plus meilleur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous vous y êtes pris concrètement, tu vois, comment est-ce que vous avez abordé les choses? Ouais, c'est en fait donc il y a deux aspects, il y a comment on s'est organisé et qu'est-ce qu'on a fait. Le premier, c'est comment c'est organisé. Donc déjà, le premier truc qu'on a fait avec mon associé Thibaut, on a pris la parole devant tout le monde en disant voilà, c'est important, ceux qui sont chauds, on y va. Donc on a créé une channel Slack qui s'appelle AI News. On a plein de gens qui se sont motivés. Enfin, je dis on, non, c'est les équipes qui se sont motivées à créer cette channel Slack où ils partagent des infos. On partageait des cours sur Coursera. On a pris bien sûr des licences copilotes pour les devs, enfin, plein de petits trucs comme ça qui juste montrent à tout le monde que nous on valorise ça. On mettait vachement en avant ceux qui faisaient ça. On a un gars qui s'appelle Rodrigue dans les équipes tech de partout qui est product manager et qui est vachement sur ces sujets-là, donc on l'a aussi mis en avant, et on a demandé à lui et à notre chief of staff, qui est devenu VP Strat depuis, qui s'appelle Alexis, de faire des appels avec tous les... Enfin, c'est lui qui a proposé ça, mais d'ailleurs, d'appeler toutes les boîtes, toutes les startups, les grosses startups françaises, et de trouver la personne qui s'occupe des sujets IA, et de leur demander comment ils étaient organisés, et quels étaient les projets qu'ils faisaient. Donc en gros, il a fait un PowerPoint de 50 slides avec une slide par boîte, en expliquant c'est quoi les use cases, etc. Donc il y en a qui utilisent Dust, comme Alan, il y en a d'autres qui ont lancé leur truc, et on a fait un état des lieux. Et après, on a identifié les 15 projets qui, chez partout, apportaient le plus de valeur. Ces projets, ils peuvent être de deux types. Soit on développe nos propres trucs via des GPTs et notre produit de message. En fait, on a intégré nos briques techno pour faire nos propres produits en interne. Donc ça, c'est en gros, on le fait nous-mêmes. Et un GPTs, pour ceux qui connaissent, c'est en gros, ça permet de taper dans d'autres bases via du RAG. Et en gros, on a connecté des GPTs à notre Slack, qui est notre outil de messagerie interne. C'est la première manière dont on a fait les projets. Et la deuxième manière dont on a fait les projets, c'est en utilisant des outils comme Agen ou comme Briefly, enfin plein de boîtes dont on pourra parler qui font en gros des produits directement prêts. Et pour chacun de ces projets, de ces 15 projets, on a nommé un responsable métier, et on a une interface sur laquelle tu peux accéder à tous ces projets-là. Et là, je crois qu'ils ont lancé... Alors moi, j'ai moins de temps en ce moment pour piloter ces projets, donc c'est pas du tout moi qui les pilote, et c'est vraiment dans chaque équipe métier. Et ils ont un comité où ils présentent les projets, ils suivent les avancées. Je peux donner quelques exemples pour que ça soit un peu plus concret. Donc il y a un premier exemple qui est d'un point de vue commercial. Donc on a des concurrents, bien sûr, comme toute entreprise. Et donc tu peux aller dans Slack et demander à notre Competitive Genius, qui est un Slack GPTs, qui est branché à pas mal de docs en interne. Salut, je rencontre tel concurrent sur Carrefour Espagne. Est-ce que tu peux m'aider? Et donc là, ça va te taper les bons arguments à donner. Est-ce qu'on a gagné contre ce même concurrent pour d'autres entreprises similaires dans les mêmes pays? Quelles sont les raisons pour lesquelles on a gagné et tout. Et donc en fait, c'est un coach de vente qui t'accompagne sur des problématiques spécifiques. Nous, on a 1200 clients, donc tu peux pas avoir toute l'information. Et ça te permet donc de faire de récupérer cette information via du RAG et de la redistribuer en plus résumé. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple qui a été lancé par l'équipe marketing, c'est on a chez partout, je pense, 800 articles de blog, on a des milliers de vidéos, on a des podcasts, on a énormément de contenu, des slides, etc. Et si toi demain tu rencontres, je sais pas, un réseau de maisons de retraite, enfin en tant que chez partout, vas prospecter un réseau de maisons de retraite, et que tu veux le nurturer. Donc nurturer, c'est envoyer du contenu pour conserver la relation. Ce contenu, il est souvent adapté à ton client. Et ben, t'as peut-être pas le podcast d'un autre réseau de maisons de retraite qui explique sa stratégie, tu vois. Et donc, c'est un bot où tu lui dis est-ce que tu as du contenu sur les avis dans les maisons de retraite? Et là, bam, il te sort tous les contenus qu'on a sur ce sujet. Donc, je sais plus comment ils l'ont appelé, mais à chaque fois, on donne un nom au bot.
Et après, on en a plein d'autres. On a un bot de feedback. Tu veux faire un feedback, tu sais pas trop comment faire. Donc tu dis, bah lui il me saoule, et là le bot va te dire pourquoi. Et donc il va discuter avec toi, te poser les bonnes questions, et à la fin il te fait voilà comment tu devrais faire ton feedback. On a aussi un bot qui fait des scorecards pour recrutement. Donc tu sais, imaginons tu veux recruter un sales, bah, ça va te mettre de la bonne manière la scorecard pour savoir quels sont les recrutements que tu veux faire. Ça, c'est toute la partie qu'on a fait en interne. Et ensuite, il y a toute une partie où on s'appuie sur des solutions externes. Donc un exemple qu'on a pris, c'est Briefly. Briefly, c'est donc un outil qui te permet de prendre des notes de tes réunions. Et en fait, on l'a couplé. Donc en gros, tu parles dans ta réunion, donc là on est en train de discuter, ça prend des notes. Et ensuite, on a couplé ça à une série de GPTs qui va par exemple faire un résumé et ensuite analyser ton résumé en replaçant les bonnes infos dans des bonnes cases. Donc par exemple, nous, quand tu fais un rendez-vous avec un client, tu as besoin de savoir quoi? Quelles sont les personnes qui ont été mentionnées, quels sont les KPI qui vont, qui vont être suivis, les pains et potentiellement les next steps. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est que là, dans le call, tout est enregistré, imaginons, tout est retranscrit sur texte, envoyé à un GPTs, qu'il résume et le recale en 4 blocs et l'envoie sur Salesforce. Comme ça, on a plus besoin d'avoir nos résumés directement à taper dans Salesforce, et c'est l'outil qui le permet. Et on a pas mal d'autres trucs comme ça. Pour la vidéo, typiquement, comme on est présent dans 150 pays, on accompagne certains clients dans 10 langues. Et donc, on va filmer quelqu'un en français, et ensuite, cette vidéo, elle va être adaptée par IA en néerlandais, en espagnol, en italien, etc., pour pouvoir le distribuer à tous nos users, qui sont des points de vente dans tous les pays et qui parlent pas forcément la langue. Dans les autres outils, après, tu as des outils un peu, je dirais, bateau, hein, mais t'es un peu de Submagic pour les sous-titres. Voilà, on a pas mal d'autres trucs, mais j'ai pas tout en tête, quoi. C'est génial. Vous avez vraiment intégré la technologie dans vos process à plein de niveaux. Comment concrètement vous vous y êtes pris pour créer ces GPTs? En fait, alors j'ai pas exactement la technique précise, mais déjà j'ai mon CPO, Chief Product Officer, s'appelle Savinien, et franchement il est incroyable, et il adore bidouiller les trucs. Et déjà, en fait, quand il y a eu l'IA, nous on s'est dit vas-y, on se chauffe, on va monter une boîte en parallèle, une boîte de knowledge, donc knowledge interne. Donc on se faisait des week-ends avec Savinien et un mec qui s'appelle Alban, qui est parti chez Dust quand on a droppé le projet, qui était notre CTO. Et donc en fait, on a commencé à se renseigner, à regarder ce qu'on pouvait faire. Et l'idée, c'était de connecter des Slack via des Zapier ou des trucs comme ça, tu vois. Donc le premier truc qu'on a fait, c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis. Mon CPO, moi, enfin en fait tout le top management a commencé à bidouiller, à faire des trucs. Vincent, le head of sales worldwide de partout, il a commencé à faire un Medic GPT, ce qu'il a publié. Enfin en fait, je pense que comment s'y est pris principalement. Alors il y a la partie technique, mais c'est plutôt ouais, tout le management a fait des trucs comme ça, mais presque indépendamment. Et je pense que la première valeur de partout, ça a été la curiosité. Donc quand on s'est dit ça allait changer pas mal de choses chez nous, tout le monde s'y est mis. Et après, on a utilisé des briques, donc par exemple nos propres produits. Donc on a une intelligence artificielle dans notre produit qui s'appelle Jim, dont on pourra parler plus tard. En fait, on utilise ce qu'on apprend avec notre produit pour l'appliquer chez nous. Donc en l'occurrence, moi j'ai découvert la partie RAG, ou même des sujets de function calling ou des trucs comme ça, en me renseignant pour mieux comprendre notre propre produit qu'on peut ensuite appliquer chez partout. Tu vois, les GPTs, moi on a découvert ça, enfin c'était parce qu'en fait on avait ce problème de taille de context window pour analyser typiquement des grands formats de texte, et on n'arrivait pas à taper dans des gros trucs de texte. Je sais pas si tu avais suivi à ce moment-là, mais c'est quand le RAG a commencé à monter, et on se cassait la tête parce qu'on se disait mais en fait ça va nous coûter trop cher, il doit relire parce que, enfin bref, je sais pas si t'as suivi ce truc-là, mais Si, j'ai suivi, mais tu peux expliquer éventuellement pour les auditeurs. En fait, quand tu fais une requête pour poser une question sur un doc, soit tu balances ta requête et ton doc en même temps, et donc en fait ça utilise beaucoup de tokens, et donc ça coûte cher. Et je pense, il y a peut-être 6 mois, 9 mois, j'avais plus trop la façon du temps, il y a une nouvelle technologie qui a consisté à envoyer la requête, plus une requête qui dit va chercher dans ce doc-là, et en gros ça utilise moins de tokens, ça coûte moins cher, et on peut chercher dans des bases de données qui sont beaucoup plus grandes. Et ça s'appelle le RAG, il s'appelle Retrieval Augmented Generation, et l'idée
c'est d'aller chercher dans des documents qui peuvent être de centaines de pages des informations. Avant ça coûtait extrêmement cher de requêter un livre ou des conditions générales de vente, tu vois. Maintenant, il y a plein de documents, plein de sites qui existent où en gros tu uploads ton PDF et tu peux le requêter en demandant, en posant des questions. Moi, j'avais des sujets comme ça pour Tribes, qui est un blog qu'on a monté avec Savinien notamment et Grégory Beck, qui est chez Crème de la Crème. Et on se disait, mais nous, on voudrait en fait faire la homepage, c'est tu poses tes questions sur sur des trucs d'entrepreneurs et ça va taper dans tous nos articles. Moi, j'ai aussi un bouquin, donc je voulais essayer de le tester sur le bouquin. Donc en fait, c'est plein de trucs qu'on a testés comme ça et on avait des problèmes et quand il y avait des nouveautés, ça règle nos problèmes et puis on avançait comme ça. Puis je trouve, moi, en vrai, j'ai eu un petit je pense que quand tu gères une boîte de 400 personnes, tu as parfois des petits downs parce que tu gères beaucoup de problèmes et tout. Et ça a été une période où moi je me suis un peu foutu sur l'IA parce que ça me faisait kiffer et ça me permettait de faire d'autres choses de mes journées que de régler des sujets complexes d'organisation. Et je me rappelle, quand j'ai découvert ça a été une période assez cool où j'étais hyper content de bosser sur ces sujets-là parce que c'est des sujets qui sont passionnants et tu as le sentiment de vraiment apprendre de nouvelles choses et d'être un peu même si tu comprends pas tout, à la limite de nouveaux trucs qui se font, des nouveaux trucs qui se font, quoi. Ouais, je pense que quand t'es passionné d'innovation, tu peux pas rester insensible à ce qui se passe dans l'IA générative et clairement, il y a une émulation assez fantastique dans l'écosystème autour de ça en ce moment. Ok, est-ce que avant qu'on passe à l'intégration de l'IA dans votre produit cœur, est-ce que tu as des learnings dont tu voudrais parler à l'audience, peut-être des choses que vous avez imaginé faire et que finalement vous n'avez pas pu faire pour telle ou telle raison, est-ce qu'il y a des apprentissages tu vois contre-intuitifs dont tu peux parler En fait, j'ai pas forcément d'apprentissage contre-intuitif, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on voulait faire et qu'on veut faire, qu'on n'est pas encore capable de faire, mais par contre, on développe des petits trucs qui avancent. Tu vois, je te parlais du Competitive Genius. Aujourd'hui, il n'est pas encore connecté à notre Salesforce. Donc, c'est principalement des pages Word et ce qu'on appelle des battle cards de nos concurrents, donc c'est des docs, et ça va taper dans ces docs-là, tu vois. Mais ce qu'on aimerait faire, c'est le connecter à Salesforce. Et à un moment, on s'est dit, bon, on le lance pas, il faut que ça soit connecté à Salesforce, ça va pas être assez utilisé, etc. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut lancer plein de petits trucs et que c'est pas grave si au départ la valeur elle est plus faible, parce qu'en fait, au fur et à mesure, on progresse. Donc moi, je dirais, ouais, il faut lancer des petits trucs et pas se dire. Parfois, quand j'en discute avec des gens, ils me disent, ah, mais vous avez lancé trop de trucs chez partout en même temps. Comment vous avez fait? En fait, c'est juste qu'on s'est dit, il y a une personne qui s'est chauffée, qui en a parlé, quelqu'un d'autre, etc. Donc, et c'est pour ça que moi, j'ai pas la visibilité sur tous les projets. Et il y a plein de trucs que j'ai pas utilisés chez partout, mais qui sont utilisés par les équipes. Et dont je parle aujourd'hui. C'est juste que voilà, j'ai eu des présentations en board des projets en 3 slides et j'ai trouvé ça cool, donc je les ai retenus. Mais moi-même, j'ai pas la main sur tous les projets. Et ce qu'on a juste fait, c'est beaucoup mettre en avant ceux qui lançaient ce genre de projet, ce qu'on appelle les champions sur les différents projets. Ça a marché. Excellent. Ok. Et alors sur votre produit, qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc en fait, quand il y a de manière générale l'IA, et ça peut être à la fois l'IA générative, mais aussi le machine learning plus généralement et le deep learning. En gros, on s'est dit il y a deux cas d'usage. Il y a un, c'est l'analyse, et deux, la génération. Donc ce qu'on pourrait faire, et ce qu'on va faire, c'est analyser tous nos contenus. Donc tu pourrais par exemple te dire qu'on a beaucoup de texte, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, et dire est-ce que les avis sont positifs, etc. Tu as plusieurs manières de faire ça. Tu peux le faire soit avec des tags. Donc tu dis je veux tous les avis qui parlent de téléphone, et ça te tag tous les avis automatiquement, tu as besoin de le faire manuellement. Et tu as une autre manière de faire qui est non supervisée, où là tu vas juste filer des tonnes d'avis à une IA et tu vas lui dire trouve-moi les thèmes qui sont positifs et négatifs et fais-moi toi-même les clusters, c'est-à-dire les groupes et les thèmes, quoi. Donc nous on est plutôt parti sur l'option tag, et donc là on est en train de développer cette partie-là. Mais on faisait déjà des tags manuels, donc on n'avait pas de grosses demandes à ce moment-là sur de l'analyse. Donc c'est le premier truc qui nous est venu à l'idée, mais c'est pas le premier truc qu'on a développé. Ça c'est plutôt donc des algos de machine learning, pas d'IA générative, juste taguer et analyser. Par contre, le premier truc qu'on a fait, c'est un quick win sur la génération de réponses aux avis. Donc c'est le produit dont on parlait tout à l'heure. Donc ça c'est le premier truc qu'on a lancé, et on a voulu lancer hyper rapidement parce qu'on savait que
tous les concurrents, ils allaient le lancer à un moment ou un autre. Il fallait qu'il soit très simple, parce qu'une des valeurs en plus de la curiosité de partout, c'est la simplicité. Parce qu'en fait, on met de l'IA potentiellement dans les mains de gens qui ont jamais utilisé GPT, tu vois. Enfin, le responsable, enfin le chef de rayon chez Decathlon, il n'a pas forcément l'habitude d'utiliser ChatGPT, donc il faut que ça soit hyper simple. Et fallait qu'on le sorte vite pour justement montrer à tout le monde qu'on était rapide et qu'on était capable de faire des trucs quali. Et pour te donner une idée, nous c'est pas notre produit cœur, les avis. Notre produit cœur, c'est la présence en ligne. Et on a des concurrents qui sont plus spécialisés, ils font que ça. Alors que comme tu l'as vu, nous on a beaucoup de produits différents. Pourtant dans le marché, on a été les premiers à le sortir. Parce qu'en fait, on a dit focus et on fait un sprint pour sortir cette fonctionnalité. Et ça a été assez cool parce que ça a été très rapide à développer. Paradoxalement, hein, c'est hyper rapide à développer. Et en fait, là, maintenant, tu as une petite comment ça s'appelle baguette magique sur laquelle tu cliques dans l'interface de partout et ça répond à ton avis. Après, tu vois, quand tu fais un prompt comme ça, il y a la partie qui est le plus compliquée, c'est de prompter. Enfin, quand tu développes ça. Et il y a plein d'histoires marrantes. En gros, le prompt, il est un peu long. Il faut dire, déjà, tu fais du role-playing, c'est-à-dire, tu dois lui définir quel est son rôle. Tu dois aussi faire la background story, donc quelle est son histoire. Donc, tu es le responsable d'un point de vente et tu es quelqu'un, tu as laissé un avis en ligne. Bref, tu vois le truc. Et ensuite, l'enjeu, il est de régler tous les bugs. Parce que t'as pas envie qu'il y ait des problèmes. En gros, ce qu'on voulait, c'était que tu puisses faire suivante. Donc, tu tapes sur ta baguette magique, tu appuies sur suivant, puis tu retapes si t'es pas content, et puis tu retapes une troisième fois. Et si tu tapes 50 fois, ça coûte cher. Donc, nous, on voulait qu'en 3 fois, 97% des gens trouvent une réponse qui soit bien. Et potentiellement en une fois 80%, tu vois. Donc, il faut quand même que tu améliores ton prompt et que tu gères ce qu'on appelle la température. La température en IA générative et en NLP en particulier, c'est la flexibilité, comment dire, enfin l'imagination de ton truc. Si tu fais une température d'un certain niveau, ça va faire une réponse toujours merci beaucoup pour votre avis, alors que si tu fais un niveau plus élevé, tu vas avoir typiquement une réponse qui part un peu en cacahuète. Donc on a géré la température pour que ça soit assez innovant, mais pas trop quand même. Et on a amélioré au fur et à mesure le prompt. Par exemple, pour une histoire concrète, en gros, quand le client laissait RAS, juste RAS, donc rien à signaler, le prompt buguait. Donc il comprenait pas. Donc lui, on lui a dit RAS signifie nothing to say, ou rien à dire en plus, quoi, rien à signaler. Et il a commencé, quand tu mets ça, donc tu le promptes et tu rajoutes ça, en fait lui-même va l'utiliser. Donc il va dire une phrase. Donc on est obligé de lui dire RAS veut dire rien à signaler, mais tu ne peux pas l'utiliser toi-même. Donc en gros, pour qu'il le comprenne, mais qu'il l'utilise pas. Et donc en fait, tu vas allonger ton prompt de plus en plus pour régler le maximum de cas, de petits cas. Donc là, c'est un exemple concret pour que ce soit très clair. Mais la réalité, c'est que tu en as des milliers. Et ces milliers de cas, tu les découvres quand tu es face aux milliers d'avis ou aux millions d'avis en l'occurrence. Donc ce qu'on a fait, c'est vraiment travailler là-dessus pour régler les cas au fur et à mesure. Les retours du coup de vos J'ai clients l'impression que là-dessus. ça te fait rire sur le RS. Non, mais je vois très très bien de quoi il s'agit et c'est vrai que c'est marrant de voir qu'on en vient à lister tous les trucs qu'il faut pas faire. Enfin, il y a un côté qui est très très basique et presque un peu infantile dans le Ouais, rapport ouais. à l'IA générative. C'est assez surprenant cette technologie de ce point de vue-là. Mais quand on itère sur des prompts, c'est un peu ça le principe du prompt engineering, hein, c'est qu'on fait que itérer jusqu'à arriver à un prompt qui va être suffisamment fiable pour Exactement. pouvoir être intégré dans le produit. Moi, j'imagine que vous, il y a quand même ce qu'on appelle human in the loop, du coup, qui vient valider avant que ce soit posté. Ouais, exactement. C'est de l'augmentation et pas de l'automatisation. Voilà. Super important du coup dès qu'on intègre de l'IA dans son produit de mettre souvent un humain quand ça peut arriver du coup en customer facing. Est-ce que tu peux nous parler des retours du coup de vos clients là-dessus, si vous avez été les premiers à l'intégrer Franchement, sur Kali ou Quanti, qu'est-ce que ça a donné? ça a été dingue. Franchement, c'était vraiment très cool. Déjà, des milliers, des centaines de milliers d'avis qui ont été répondus de cette manière. Tout le monde trouvait ça hyper facile, hyper agréable. Je pense la majorité, enfin, il y a beaucoup de gens qui l'utilisaient en local, qui savaient pas que c'était de l'IA, qui disaient juste ah c'est cool, ça répond automatiquement.
Et on a vu en fait, nous, ce qu'on suit, c'est quel est le pourcentage d'avis qui est répondu en automatique, c'est-à-dire, en gros, tu mets des templates et ça les balance au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures. En manuel, c'est-à-dire les gens, ils tapent. En template dont on parlait tout à l'heure avec des placeholders, et en template IA. Et en gros, on suit ça dans le temps. Et donc, on a vu que la part de manuel a baissé et a augmenté en nombre d'IA. Ça, le point qui est important, c'est que nous, ce qu'on forme les clients à générer un squelette et un truc avec de l'IA et mettre la petite touche personnalisée s'il y a besoin, tu vois. Qu'il n'y avait pas dans la vie. Par exemple, si tu as vendu une voiture à quelqu'un que tu connais, bah, ça va dire merci pour ton avis, mais tu vas dire et c'était trop cool de te revoir, j'espère que. Et c'était pas dans la vie, donc tu l'as rajouté. Tu vois, et donc tu vas rajouter un peu de réalité en fait. Mais par contre, on a vu que les templates, donc ce que tu disais, les suggestions d'IA, ont explosé en termes de pourcentage de réponse. Je crois que c'est autour de 20%, voire plus. Sachant qu'il y en a toujours qui préfèrent utiliser le manuel et les templates manuels aussi. Ok, donc ça c'est en ce qui concerne les avis. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités que vous avez explorées? Ouais, alors ça c'était le quick win. Et ensuite, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait, en gros, on a lancé en parallèle depuis 3 ans un produit qui centralise les messageries, Facebook, WhatsApp, Instagram, appels manqués, SMS et site web. Donc tu peux le voir si tu vas sur notre site, tu verras partout.co.fr, tu as en bas à droite un petit chat. Quand tu cliques dessus, tu vas voir, il va y avoir 3 positions. Est-ce que tu veux nous contacter par WhatsApp, par SMS ou par Facebook? Ça, en gros, c'est le chat qu'on peut mettre sur n'importe quel site d'un point de vente indépendant ou d'un point de vente grand compte qui en a des centaines. Ça, on a commencé à le créer il y a 3 ans parce qu'on est convaincu que ce qu'on appelle le conversational commerce est le futur de la relation client et plus le mail, parce que tu as trop de mails. Nous, on pense que les messages WhatsApp, les messages Facebook, etc., c'est un gros truc. Il y a plein de boîtes qui sont lancées cette année, l'année dernière, sur les messageries WhatsApp. Nous, ça fait 3 ans qu'on développe la plomberie, donc les connecteurs. Et ensuite, quand il y a l'IA qui est arrivée, on a développé une IA qu'on a appelée Jim, que tu peux prompter, et qui, en vrai, le gros sujet du moment pour nous. En gros, ce qu'on s'est dit, donc, tu vas sur ton interface partout. Jim a directement, tu actives Jim, qui va répondre aux questions, et Jim a directement accès à toute la base de données de tes points de vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on gère les menus, on gère les descriptions des menus, les descriptions des points de vente, les horaires les jours fériés, les services, les attributs. Est-ce que tu as un accès handicapé? Est-ce que tu as un parking? Est-ce que tu fais de la vidange? Donc tout ça, déjà, quand tu actives Jim, c'est déjà rempli. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, tu vas donner à Jim toute la partie knowledge base, et donc tu vas faire des FAQ. Et donc tu vas dire, par exemple, on a des clients qui vont remplir, genre, est-ce que tu as un véhicule de remplacement quand tu casses ton pare-brise, ce genre de choses. Donc tu remplis toutes les infos. Ça, c'est dans partout aussi. Et ensuite, tu vas faire fixer un message de bienvenue, un handover. Ça, c'est un point important. Tu parlais de la collaboration avec les humains. Là, Jim, il est autonome, mais par contre, quand il peut plus dire, il fait ce qu'on appelle un handover, c'est-à-dire qu'il passe la main à un agent humain. Il dit, bah, je peux pas te répondre. Et ensuite, tu vas lui fixer des objectifs. Donc, les objectifs, ça peut être par exemple, je sais pas, vendre des pulls si c'est un homme et vendre des chaussettes si c'est une femme. Donc là, tu lui mets ça et il va comprendre qu'il faut poser les questions, etc. Donc tu peux le prompter comme si tu en fait coachais un sales, tu vois. Donc toi, tu peux les mettre sur ton site et tu pourrais dire, bah voilà, si tu contactes sur ça, voilà les questions à poser. Ton objectif, c'est de prendre un rendez-vous visio. Voilà les informations. Donc là, on est sur le niveau 1 de l'IA, ce qu'on appelle un chatbot, où tu as prompté le truc. Donc on a un prompt qui est fait en interne chez Partout, parce que Jim a quand même une backstory, etc., mais qui est non modifiable, qui est celle qu'on a créée. Il est basé sur ChatGPT 4.0 ou 4, je sais plus. Et donc un foundation model, il a un petit prompt et ensuite tu peux lui donner des infos en plus. En termes du X, franchement, je trouve ça très cool ce qu'ils ont fait les équipes produits, c'est que tu lui écris à gauche et à droite, tu le testes. Donc, si tu lui écris le président de la France est Toto, tu peux taper c'est qui dirige la France et il dira Toto. Et donc tu peux voir comment le truc répond en fonction des questions que tu lui poses. Donc ça, c'est live depuis 6 mois et on a des millions de messages qu'on a reçus nos clients et on le teste. Donc ça marche bien. Typiquement, on a vendu des montres, on a un vendeur de montres à plusieurs dizaines de milliers d'euros et on lui a mis ce chat sur les différents trucs et il a vendu, le chat a vendu des montres à 30 000 balles en envoyant le lien vers le site pour que la personne achète ou en disant de venir en rendez-vous. Et par contre, comme tu disais, il n'y a pas de human in the loop.
Donc moi j'ai vu à un moment, j'ai stressé parce qu'il y a un gars qui fait genre good morning, et le bot a répondu genre good afternoon, I'm sorry, enfin en gros il est plus de midi, donc tu devrais pas dire bonjour, tu devrais dire bon après-midi. Genre gêne absolue, parce qu'en fait aucun humain serait permis de reprendre un client potentiel qui va acheter une montre à 40 000 € pour lui dire tu dis pas bonjour, tu dis bon après-midi. Donc là moi j'ai un peu sué parce que le client il peut vite te dire bon bah en fait on stoppe le projet pour des trucs comme ça. Mais bon, c'est passé et le client a bien pris le truc. Mais voilà, donc c'est vraiment du full autonome. Et donc ça c'est le niveau 1 de ce qu'on fait. Et ensuite tu as niveau 2, 3, 4. Donc je peux te parler des prochains niveaux. Le niveau 2, c'est donc le truc qu'on disait sur le RAG. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est de connecter des bases de données avec Gym. Donc potentiellement, donc pour les retailers, bon, c'est un monde à part, hein, mais il y a plusieurs bases de données qui sont importantes pour un retailer. Tu vas avoir un premier truc qui s'appelle un PIM, c'est Product Information Management. Dans un PIM, tu vas avoir tous tes produits, mais aussi tous les allergènes, les couleurs, les tailles, etc. Donc c'est vraiment avec les descriptions, ça peut être très très profond, il y a beaucoup de données, comme un CRM. Tu peux avoir un OMS, c'est ton Order Management System, c'est où en est ta commande, si tu te fais du click and collect, enfin tous ces trucs-là. Tu peux avoir bien sûr un CRM, tu peux avoir tes stocks, tu peux avoir plein d'autres trucs, des bases. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est nous, imaginons toi tu vas voir le roi Merlin et tu as commandé une table, tu dis elle en est où ma table, il te demande c'est quoi ton truc de suivi, bam, et ben il te répond et t'as plié ton truc, quoi. Donc ça c'est ce qu'on essaie de construire. On pourrait même, et quand tu connectes un PIM, tu peux imaginer un PIM par exemple pour des agents immobiliers, c'est tous les biens que tu as à disposition dans le quartier, dans le 8e. Donc toi, tu arrives, tu dis bonjour, je voudrais un bien dans le 8e, et là, il va te poser des questions. Il va discuter avec toi, il va te dire tu veux un truc ensoleillé, 3 étages, 3e étage, combien de fenêtres, machin, bam bam bam, et il va requêter sa base, et il discute avec toi pour te vendre le truc. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de construire. On construit notamment avec des gens dans l'automobile où en fait tu dis pas je veux une Toyota Yaris, tu veux potentiellement dire voilà moi en fait j'ai une femme et 3 enfants, et il va réfléchir à toi, tu vois. Donc vraiment c'est ça le futur de la conversation et on y croit énormément. Point de parenthèse, et on pourra en parler après. Tout ce qu'on construit c'est adaptable pour la voix. Donc enfin on pourra en parler après, mais c'est quelque chose dans lequel on croit, puisque nous ce qu'on construit c'est des bases de données et des connexions. Ensuite si tu mets de la voix derrière, bah, tu peux faire des trucs de dingue. Ça c'est l'étape 2, c'est ce qu'on appelle toujours un chatbot, puisqu'en fait le chatbot il répond à tes questions. L'étape 3, c'est les agents. Donc un agent, il peut faire des actions pour toi. C'est la différence entre du RAG et du function calling. Donc function calling, c'est je vais appeler une fonction. Donc c'est la capacité d'un LLM à appeler une fonction qu'on appelle un tool. Donc par exemple, un tool, ça peut être un truc de commande ou une recherche sur Internet. Et donc là, en l'occurrence, tu pourrais contacter dans un chatbot, je sais pas, McDo, dire bonjour, je voudrais commander un Big Mac. Je lui dis pas de problème, j'ai juste besoin de votre mail, vous payez, machin. Et en fait, en plus de discuter avec toi, bah, l'agent, il est capable de discuter avec d'autres applicatifs par API en appelant des fonctions. Donc là, en l'occurrence, il va faire 2 choses. Il va récupérer ton mail, il va t'envoyer la facture et te dire c'est confirmé, ça arrive dans 30 minutes, et il va appeler le système de commande et lui dire envoie un truc chez Adrien, telle adresse, machin. Donc en fait, ta discussion de commande, déjà, tu peux poser des questions sur les allergènes et machin, et discuter avec lui pour choisir quel est le menu que tu veux, les offres promotionnelles, machin. Puis ensuite, tu valides le truc et tu dis, bah en fait, je veux le commander, je le paye via WhatsApp ou machin. Donc nous, à un moment, on a essayé de travailler sur du paiement par message. On a mis en pause, mais on y croit encore, via des liens. Et la partie ensuite commande, c'est bien du function calling et c'est assez facile en soi à développer. C'est juste qu'il faut avoir les bonnes plomberies, encore une fois, c'est-à-dire être connecté au bon système. Un autre exemple qu'on essaie de travailler, c'est avec la prise de commande, la prise de réservation chez un coiffeur. Donc là, on a fait une démo, c'était au Partout Product Show il y a 6 mois, où en live, en gros, on a réservé dans le planning d'un coiffeur. Donc t'imagines Provalliance, plutôt que d'appeler ou d'aller sur le site, tu dis est-ce que vous êtes dispo, machin, tu discutes avec un bot et qui te bloque, qui t'envoie le mail de confirmation et qui bloque dans l'agenda de la personne. Pour te donner un autre exemple qui est live,
c'est de la collecte de leads. Nous, on a connecté notre chatbot que tu as sur notre site avec notre CRM. Donc si tu lui dis salut, je m'appelle Adrien, je voudrais tester partout, j'ai 4 points de vente, il va te poser une question, il va te dire tu peux me donner ton mail et ton numéro de téléphone pour qu'on te rappelle. Il va te poser des questions de qualification, nombre de points de vente généralement. Et ensuite, on a créé un Zapier, puisqu'on a donc Zapier, c'est comme une function calling, mais c'est pas du dev. Donc mes équipes seraient pas contentes que j'en parle, puisque ils diraient que c'est de la bidouille. Mais en vrai, ça crée une ligne dans notre CRM avec toutes les informations que tu auras données. Et cette information, elle est collectée par notre IA, par Jim. Donc, étape 1, c'est chatbot sur la base de nos données. Étape 2, c'est chatbot sur la base des données d'Internet ou tes bases. Étape 3, c'est d'avoir un agent qui est capable de prendre des commandes. Et étape 4, c'est la mémoire long terme. Donc, le futur du truc, c'est de te dire, imaginons t'es Carglass, et toi, ce que tu veux, c'est faire venir des gens chez Carglass pour réparer leur pare-brise. Toi, tu contactes Carglass, tu dis voilà, moi j'ai un problème, mon pare-brise il est fissuré, qu'est-ce que je peux faire? Et on va dire il faut que tu prennes rendez-vous vite, c'est important. Parce que son objectif c'est de prendre des rendez-vous. On a dit à Jim, prends des rendez-vous. Et là, tu vas dire ouais, mais en fait j'ai pas le temps. Et donc la question qui va se poser, c'est quel est l'argument qui doit te donner en tant que Jim pour te convertir? Peut-être qu'il va te dire bah attends, c'est dangereux. Bah, le pare-brise il peut s'éclater sur ta tête. Ou alors il peut te dire bah ça va te coûter cher parce que si ça se fissure, on va devoir tout changer. Il peut donner d'autres arguments. Mais là, il en a deux très simples. La question, c'est quel argument il va choisir. Et en fait, si ce bot traite des millions de personnes qui prennent des rendez-vous, il est capable d'apprendre. Donc, il y a une différence entre mémoire court terme et mémoire long terme. Donc, mémoire court terme, c'est la discussion qu'on a là. Mémoire long terme, c'est ce que je me rappellerai dans 3 jours. Et il va être capable de progresser sur le long terme pour être capable de savoir que si le gars il s'appelle Adrien et qu'il a dit bonjour, bah, c'est peut-être qu'il faut plus lui parler du prix. Et peut-être que si tu avais dit hello, ça serait un indice via une régression qu'il faut plutôt te parler du pare-brise brisé. Et donc, il faut imaginer qu'un bot, ensuite, il peut être optimisé pour des objectifs d'entreprise. Je te prends un exemple. Peut-être que je peux te dire à mon IA, je vends des chaussettes, des pulls et des t-shirts. Il a accès à toutes les marges de tous mes produits. Et toi, tu viens et tu vas acheter des produits. Et ben, il peut discuter avec toi et maximiser la marge. Donc, il va être capable, en temps réel, de comprendre ton besoin, de te donner les bons arguments, de maximiser ton panier moyen, et pas ton panier moyen, de maximiser la marge sur ton panier moyen. Donc ça, c'est vraiment le long terme de ce qu'on veut construire. C'est pour ça que nous, c'est une période assez grisante, parce qu'en gros, il y a ces 4 étapes. Nous, on est à la phase 2, et j'espère qu'on sera rapidement à la phase 4, parce que je pense que ça peut être assez cool pour nos clients. Excellent, merci pour cette belle roadmap. Sur la voix, c'est quoi votre point de vue En gros, pour moi, la voix, c'est juste la même chose, mais Jim parle. Donc, il faut imaginer que nos clients, tu vois, si tu es Leclerc, tu as 20 millions d'appels en magasin par an. Mais c'est un enfer parce que les caissiers, les caissières, quand ça sonne, en fait, ils ont des gens donc ils décrochent pas. Donc déjà, tu as un taux de décroché qui est catastrophique, qui est de l'ordre de... je parle pas de chez Leclerc, hein, je parle de général, qui peut être 40-50%. Si tu es une agence immobilière et que tu décroches à 50% de tes appels, il y a un problème. Et donc là, le premier truc, c'est de décrocher et que là, en gros, la voix te parle comme ChatGPT 4.0 que tu as peut-être vu, ou Astra pour Google. Et bien là, il discute avec toi, mais il se base sur la même donnée que notre Jim qui tape. Et donc là, il discute avec toi, il te prend un rendez-vous, ou il te conseille, ou il te vend, etc. Donc, il faut imaginer juste la voix comme un média, enfin, une manière d'adresser le client, mais le moteur qui est derrière, ce sera le même, parce que le moteur, c'est la donnée. Donc nous, on se dit juste que là, pour l'instant, on fait du WhatsApp, du Facebook, de l'Instagram, du SMS, mais que rajouter la voix, c'est pas si dur à faire que ça. Et il y a un autre point dont on n'a pas parlé, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de leads entrants qui arrivent aux heures close. Donc, je prends un exemple parce qu'on m'en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est un de nos clients qui fabrique des fenêtres. Et il me dit, moi j'ai 40% de mes leads qui rentrent, et c'est en week-end ou le soir après 19h. Parce que les gens ils regardent leur fenêtre qui est pétée ou machin, qui est plus étanche, ou et ben ils vont l'appeler, mais c'est une grosse boîte, hein. Et il se dit mais je perds 40% de mes leads. Et qu'est-ce que tu fais quand le gars il répond pas? Bah t'en appelles un autre. Et donc potentiellement celui qui a pas un réseau mais qui est indépendant, il va décrocher et il va prendre le deal.
Donc, imaginons tu peux discuter avec la personne qualifiée et prendre un rendez-vous. En fait, tu as tout gagné parce que tu le fais hors des horaires classiques. Et ça, tu peux le faire par téléphone. Et si tu as regardé les démos, en vrai, ça va être assez ouf ce qui sera possible par la voix. Je sais que ça peut faire flipper en vrai. Moi, il y a aussi cet aspect-là en se disant ah mais bon, les gens ils vont faire quoi, etc. Je suis pas trop d'accord avec ça parce que nous, chez Partout, on défend beaucoup la relation humaine parce qu'en fait, on vend pour des points de vente. On fait pas de e-commerce. On est vraiment pour attirer des gens en point de vente. Mais on se rend compte que la vraie relation, elle est quand la personne elle vient. Elle est pas là pour toucher le produit. Elle est là pour commander. Partout, on n'est pas une boîte de e-commerce, on est vraiment une boîte de drive to store. Et le drive to store, c'est fait pour faire venir les gens en point de vente. Donc voilà, c'est plutôt cet aspect-là qui est important pour nous. Yes. Donc on voit que les opportunités business peuvent être hyper importantes, hein, quand tu parles de 40% de leads qui là pourraient être prises en charge par une IA. Sur la question des coûts, parce que la voix, du coup, ça coûte cher typiquement, c'est quoi votre approche? En gros, nous, on avait calculé. Alors, déjà, quand t'as plein d'approches différentes. Donc, la première chose, c'est quand t'envoies tout ton prompt, enfin, quand t'envoies toute la donnée, toute ton FAQ, avec la question, à chaque fois que quelqu'un parle, ça coûte une blinde. Parce que tu fais pas du RAG. Donc, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer d'appliquer du RAG à une propre base de données pour éviter d'avoir à envoyer toute la base à chaque question. Donc, si tu dis bonjour, là, ça va faire quoi? Ça va aller chercher toute la base de données des horaires des machins, ça va l'envoyer à ChatGPT et ça va dire bonjour. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus à dire. Après, si tu dis c'est ouvert ce soir à 19h, ça va prendre la base des données produits et tout, la FAQ, et ça va dire oui, c'est ouvert, tu vois. Et donc, déjà, le premier truc, c'est d'optimiser ton use case et ta base via du RAG ou via autre chose. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc qu'on voit, c'est la partie foundation model qui baisse. C'est-à-dire que, en gros, de passer de ChatGPT 4 à 4.0, je crois, on a divisé par 2 le coût de notre bot, de notre chatbot. Donc concrètement, tu as un premier truc qui est d'optimiser ton infra, tu as un deuxième truc qui est optimiser ton infra, ta manière de faire plutôt. Tu as une deuxième truc qui est optimiser, c'est les modèles qui s'optimisent eux-mêmes et qui baissent les coûts. Et tu as un troisième truc qui est potentiellement, alors ça je m'y connais pas du tout, mais je pense que tu as des trucs à faire, tu vois, de pruning ou de réentraînement. En gros, tu vas faire en sorte que ton chatbot, que ton IA, elle soit beaucoup plus spécialisée. Et donc pruner, c'est un peu, si je devais l'expliquer sans vraiment le comprendre plus que ça, c'est de retirer toutes les compétences dont le bot a pas besoin. Donc nous, notre bot actuellement, il peut jouer au jeu de Go et être exceptionnel, mais est-ce que pour savoir si il y a des céréales de Nutri-Score A chez Carrefour, tu as besoin de jouer au jeu de Go? Ben non. Donc peut-être que ça peut nous permettre de baisser les coûts. Je dirais que aujourd'hui, on est rentable sur ces produits, il y a un vrai intérêt à ça. Par contre, on pourrait baisser les coûts de l'intelligence encore via ces 3 méthodes qui sont déjà des méthodes un peu basiques, hein, mais juste améliorer le process, bénéficier de la baisse des coûts de la concurrence des foundation models et de ChatGPT, etc. Et troisièmement, potentiellement pruner ou d'autres méthodes qui sont utilisées généralement. Excellent. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi qui s'adresse aux entrepreneurs qui nous écoutent. Donc tu parlais du fait que vous aviez réfléchi à des projets on the side à l'arrivée de l'IA générative. Du coup, maintenant que tu connais très bien l'écosystème entrepreneurial, vous avez les mains dans l'IA générative quotidiennement maintenant chez Partout. Est-ce que tu as des conseils à partager à ceux qui voient ces opportunités arriver en IA générative assez incroyables et qui ont envie de se lancer? Ouais, moi en fait, ce que je pense, c'est en gros le vrai sujet, c'est que 99% des gens ne vont pas utiliser l'IA dans leur quotidien. Enfin, en fait, le vrai sujet, c'est un sujet d'éducation. C'est pas un sujet de techno. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui veulent lancer des projets IA et qui se lancent sur des aspects techno. Et il en faut. Tu vois, quand on parle de boîte IA, en vrai, il y a une différence entre Mistral et Dust. Mistral, ils font des modèles d'IA et Dust, ils appliquent sur des cas d'usage. Et je pense que c'est un bon moment pour prendre des trucs très basiques et par contre dérouler une exécution et une éducation et une méthode de vente qui soit efficace. C'est-à-dire que typiquement un chatbot qui répond à ta question en entreprise, d'un point de vue techno, c'est hyper simple. C'est-à-dire que tu mets du ChatGPT, tu mets une base de données, tu updates cette base de données, mais le vrai truc qui est difficile,
c'est le go-to-market. C'est comment tu le prices, comment tu le vends, comment tu acquiers tes clients, comment tu leur expliques. Est-ce que c'est assez simple? Donc moi, je crois beaucoup au fait que il n'y a pas besoin d'être très fort en IA pour lancer des boîtes qui explosent grâce à l'IA. Il faut juste un truc très basique et se dire, ok, je sais pas, pour les agences immobilières, je vais développer un truc très très basique. Mais par contre, ce qui va faire la différence, c'est mon go-to-market. C'est ce que je suis capable d'être bon pour les vendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des projets d'IA très compliqués parce que c'est stylé. Mais moi, parce que je serai jamais ingénieur, développeur, etc. Je pense que je suis trop loin de ça. Mais si je devais monter une boîte aujourd'hui, je me dirais juste, ok, c'est comment je peux amener à des gens qui ont aucune compétence en IA un produit ultra simple. Mais par contre, tout va se jouer sur la méthode de distribution. Comment je vais le vendre et comment je vais m'y prendre. C'est ça qu'on s'était dit avec Savinien et Allemand, c'est-à-dire que en vrai, tout le monde a la même techno. Enfin, tout le monde a la même. Enfin, je veux dire, il y a peu de gens qui ont des technos différentes aujourd'hui. Tout le monde utilise les mêmes foundation models et les mêmes modèles, quoi. Donc c'est plutôt une question de go-to-market. Ça, c'est un peu mon idée, mais je sais pas si c'est vrai. Hein, Non, mais effectivement, le go-to-market, c'est, je pense, un des différenciateurs majeurs aujourd'hui dans les entreprises AI qui sont en train de se former. Ok, merci beaucoup Thibaut. Je crois que tu as répondu à la plupart des questions que j'avais pour toi. Avec plaisir. C'était vraiment top et assez impressionné par ce que vous avez mis en place. Donc, on est au début, hein, il y a beaucoup de choses qu'on a dit qui sont des tests ou des choses, mais c'est l'ambition. C'est génial. Très cool de savoir la route en tout cas que vous êtes en train de prendre. On suivra ça de près. Merci à toi et merci aux auditeurs pour votre écoute. À la prochaine. Voilà, c'était Mozzabytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozzabytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Mozza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite!